Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3, saison 2 du podcast Sexiste, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, nous allons aborder le thème du bien-être. En effet, suite aux épisodes sur la charge mentale et la santé mentale, nous avons vraiment besoin de nous faire du bien et de positiver. Quel est le lien entre genre et bien-être ? C'est à cette question que vont tenter de répondre nos nouvelles intervenants et intervenantes. Tamia Mori, spécialisée dans le management bienveillant, avec elle nous verrons des techniques pour sortir des stéréotypes et devenir inclusif. Mylène Argo-Coltelloni, fondatrice du premier centre de formation au métier du bien-être en Corse, nous parlerons des futurs professionnels du bien-être sur le territoire. Guillaume ainsi que Claudia Meloni, coach professionnel, tous deux vont nous parler de leur coaching et de leur public. Nous comparerons ensuite leur approche. Nous allons dans un premier temps définir le bien-être dans les différentes sphères qui composent une personne. Ensuite, nous allons identifier et analyser les publics intéressés par les différentes approches de nos intervenantes et intervenants. Enfin, nous allons caractériser les peurs et croyances, puis parler des méthodes d'accompagnement pour accéder au bien-être. Faisons tout de suite connaissance avec nos intervenantes et intervenants. Donc, je m'appelle Tamia Mori, je suis consultante depuis 13 ans sur les sujets de management en particulier, mais c'est parti initialement de management en organisation, que j'ai commencé dans des grands cabinets, notamment à l'international. Puis je me suis passionnée par ce sujet-là du management au sens large. Donc je fais ça depuis 13 ans, mais depuis 2 ans seulement dans ma propre société qui s'appelle Opalink. J'ai d'autres casquettes parce que depuis cette année, je travaille également dans une collectivité territoriale. Donc je suis responsable du numérique pour la communauté d'agglomération du pays ajaccien. Et je travaille également pour la ville d'Ajaccio, la mairie. Bon, voilà un petit peu mes casquettes. Je suis également maman de 2 petites filles. Donc c'est important pour moi de le dire parce que moi je considère qu'il n'y a pas la vie professionnelle et la vie personnelle. Il y a la vie tout court. Je suis passionnée, je vous ai dit, par le management. Et donc j'accompagne les entreprises sur toutes leurs problématiques de transformation managériale. Donc faire évoluer les modes de management. Et je m'appelle Guillaume, donc j'ai 37 ans. Et en fait, moi, j'ai une double casquette aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis coach et je suis en même temps consultant. Je suis consultant en fait dans la partie IT, donc tout ce qui est gestion de systèmes d'information dans le monde de la finance. Ouais, donc la partie de coaching, moi, sur laquelle j'interviens, c'est plus orienté coaching business. Et plus spécifiquement, en fait, j'accompagne les personnes qui travaillent dans l'informatique à se mettre à leur compte. Donc, en fait, moi, j'accompagne les personnes indépendantes, pour se mettre en tant qu'indépendant. Tout le monde ne le voit pas forcément comme un changement de vie. Le fait de passer à son compte et de se mettre indépendant, c'est plus, surtout, en tout cas, moi, je parle pour les clients que j'ai, c'est plus se dire, j'ai envie de gagner plus. Ça, c'est un des facteurs majoritaires. Le deuxième, c'est aussi, je pense, prendre aussi ses responsabilités, tu vois. C'est prendre plus en responsabilité, reprendre le contrôle finalement de sa carrière et pas se dire, bah voilà, je suis sous la houlette d'un employeur et du coup, je dois vraiment appliquer ce qu'on me demande de faire et je dois, tu vois, un peu subir d'une certaine manière l'entreprise. Donc c'est plus ça, c'est prendre un peu ses responsabilités, reprendre un peu sa vie en main. Et du coup, voilà, ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner et puis peut-être voilà pour leur montrer une option sur les chemins qui peuvent être suivis, parce que forcément, il y a plusieurs chemins qui peuvent être empruntés. Et ouais, l'idée, c'est vrai que quand ils viennent vers moi, c'est quand ils voient mon parcours, de se dire, ah oui, mais tiens, c'est vrai que le parcours, ou en tout cas la destination que Guillaume a atteinte, elle me parle. Et du coup, c'est peut-être la bonne personne qui peut m'accompagner pour obtenir des résultats similaires, ou en tout cas s'en approcher, quoi. Bonjour Audrey, je m'appelle Mylène Argo-Coltelloni, je suis naturopathe et réflexologue sur Ajaccio depuis quelques années et j'ai créé un organisme de formation dans les métiers du bien-être depuis avril 2020. Donc on a déjà pas mal commencé avec des sessions de cursus complet en réflexologie, des modules à la carte également, réflexologie palmaire, plantaire et faciale, et ainsi que des modules en naturopathie pour le moment.
Et d'autres thérapeutes travaillent avec moi en hypnothérapie et en sophrologie. Et donc, j'espère pouvoir intégrer d'autres thérapies douces et d'autres métiers dans les années et les mois à venir. Pourquoi as-tu voulu créer ce centre de formation en Corse ? Alors, j'ai créé mon centre de formation parce que d'abord, il n'y en a pas en Corse, vraiment installé avec des stages en présentiel. Je réalisais pas mal d'ateliers de réflexologie dans les entreprises et en privé. Et j'avais une forte demande de mes participants qui souhaitaient justement être formés sur place en Corse directement. Et donc, ils se plaignaient de l'insularité, de devoir partir sur le continent. Et donc, ça a pas mal germé pendant le premier confinement de créer ça et de proposer des formations de qualité à tous les Corses, en fait. Je suis Claudia Melogne, alors c'est bien de pouvoir dire mon nom de famille version pas francisée pour pas que les gens comprennent. Je ne suis pas Mélanie pour une fois, je dis Claudia Melogne. Donc j'ai 25 ans et je suis coach de vie depuis plus de 2 ans maintenant. Et en termes plus précis, qui est-ce que je coach ? J'accompagne ce que j'appelle les people pleasers, les gens qui font plaisir à tout le monde, les femmes, on le verra tout à l'heure, à sortir de leur bullshit job, un métier bien vu par la société mais qu'elles n'aiment pas, pour trouver leur mission de vie et leur job idéal qui leur correspond réellement. À ces personnes-là, c'est moi, il y a 4 ans, en fait. Je me suis retrouvée dans une situation où tout a été bien dans ma vie, apparemment, sur le papier. Bon métier, bon boulot, le mec, l'appart, enfin, tout très bien, toutes les cases cochées de la société. Mais je ne comprenais pas pourquoi, à l'intérieur, je ne ressentais pas le bonheur, le bien-être, on va en parler aussi, qui est censé aller avec. Je sentais qu'il y avait toujours un truc qui n'allait pas, et pas qu'un petit, pas d'épanouissement, voilà, tout bien ce qu'il faut, mais j'étais pas bien. Du coup, je me suis rendu compte que j'étais pas dans la mauvaise vie. Alors, j'ai cherché un peu de tous les côtés. Ça s'est ressorti dans ma vie par la relation à la nourriture qui était un peu perturbée parce que aucun plaisir dans ma journée. Et le seul plaisir que je trouvais, c'était le soir à table en mangeant. Donc, je me dis, OK, si le problème dans ma vie et le meilleur moment de ma journée, c'est quand je mange le soir, peut-être que le problème vient du reste de ma journée qui est complètement chiant et qui me correspond pas du tout. Donc, de là, je commence à détricoter la pelote de laine. Et je me rends compte, en fait, que le vrai problème, c'est pas que je sais pas qu'il faut manger des haricots verts, il faut pas manger des hamburgers, évidemment, ça, on le sait, mais c'est que c'est plus fort que moi parce que je me fais chier dans la vie entièrement, et surtout dans mon travail qui, pour la plupart d'entre nous, c'est le truc qui prend toute ta journée, 8h, 18h, toute notre semaine, 5 jours sur 7, voilà, la plupart des mois de l'année, tout ça. Du coup, me rendant compte de ça, je me dis, OK, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, qui est que quand j'ai changé ça et quand j'ai trouvé un métier qui me convenait, ça a tout changé parce que du coup, le reste de ma vie n'était pas je survis le soir et je prends de l'air et je suis plus en apnée toute la journée, et voilà. Mais c'était vraiment, ok, ma vie elle est harmonieuse, elle me convient, et c'était vraiment le nœud du problème. Et il y a eu le moment de me dire, ok, mais quel métier trouver ? Et c'est là que le people pleaser, les gens qui font plaisir à tout le monde, qui était moi du coup à ce moment-là, est ressorti parce que je me suis rendu compte que tous mes choix de ma vie, tous, mais notamment professionnels, je les ai faits pour faire plaisir. Parce que je n'osais pas être dans le conflit, parce que j'ai moi non plus pas la moindre idée de ce que je voulais. Quand on est beaucoup tourné vers les autres, vouloir arrondir les angles, vouloir pas faire de vagues, vouloir pas faire de disputes, on a cette tendance, c'est vrai, à déconnecter de qui on est et de qu'est-ce qu'on veut vraiment. Notamment pour les études, évidemment, on pense aux parents. Moi, personnellement, c'était beaucoup mon père qui m'a dit, voilà telle étude qui ont l'air d'être bien, qui peuvent se convenir. Du coup, pour l'histoire, je suis en Corse. La première économie en Corse, c'est le tourisme. Alors, logique, Claudia va faire du tourisme. En plus, je parle allemand, je parle anglais, j'adore les langues. Il y a tous les touristes qui sont allemands, enfin tous les Allemands qui sont des touristes ici. Mais évidemment, tu vas faire du tourisme. C'était genre, mais sur le papier, c'est parfait, quoi. Encore une fois, mais c'était pas mes envies. J'ai suivi les envies des autres pour faire plaisir, pour avoir peur du conflit. Et moi-même, j'avais même pas conscience de ce que je voulais faire. Donc en fait, c'est ça. Les gens qui veulent faire plaisir à tout le monde, ça peut donner un peu cet exemple-là. En fait, il en ressort ce schéma-là. Et du coup, il y a un vrai travail de récupération de qui tu es. Il y a un vrai travail à faire sur, ok, mais si j'arrête de me connecter à ce que veulent les autres et à quoi dire ou quoi faire pour arrondir les angles, pour pas choquer ou entacher les pensées ou les sentiments des autres, ok, moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie ? Et là, question, c'est le blanc, je ne sais pas. Et ça peut alors là, on parle de grands choix de la vie, vie pro. Mais en fait, c'est aussi vrai pour des petits trucs. Genre, ok, on est tous une bande d'amis, on est vendredi soir, on va à quel restaurant ? À qui dit je vais aller manger au resto chinois ? À qui dit je vais manger au resto italien ? Ok, alors moi, je veux quoi ? Et je ne sais pas. Alors, il y a le cas de figure où, en fait, c'est comme vous voulez, vraiment, moi, ça m'est égal. Ok, ça c'est un choix. Mais moi, je ne savais pas si je voulais manger italien ou restaurant. Donc, il faut vraiment que je me mette à l'écart du groupe, que je me
questionne 2 secondes, attends, mais ouais, qu'est-ce que je veux manger? Attends, italien, pizza, ok, machin, ou alors chinois, ok, des nouilles, des machins, mais je veux quoi? Et je suis tellement habituée à me connecter à la majorité, ce que veut la majorité. Si tout le monde voulait manger au resto chinois, je disais ok, va pour le chinois. En fait, je ne savais pas. Donc, c'est encore une fois pour les petits trucs de la vie, hein, les restaurants et tout ça, ou pour les grands choix du joueur professionnel. Donc, c'est un peu, ça donne ça, d'être people pleaser et de vouloir faire plaisir toujours à l'extérieur et pas s'écouter du coup. Pour les gens qui se reconnaissent, qui vont être oh mon Dieu, je suis flippée, c'est mon cas et c'est fatal et tout ça, c'est pas qui on est vraiment, c'est pas notre personnalité, c'est un moyen de se défendre en fait. Donc, c'est un truc qui est d'être humain. Voilà, c'est pas, voilà, c'est un caractère. C'est comme ça que tu es. Ça peut plus bouger. Pas du tout, heureusement. C'est juste une espèce de bouclier pour se défendre. Et certaines personnes ont le people pleasing, justement, ont cet outil-là. Mais c'est pas vraiment qui on est au fond de notre cœur, évidemment que non. Tamia, qu'est-ce que le management? Quand on dit management, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de volets dans ce mot valise. Mais le management, moi, ce que je veux dire par là, c'est l'encadrement d'êtres humains. Donc, encadrer des êtres humains, c'est une aventure humaine. Donc, il y a le management en entreprise qui doit réussir à concilier le fait d'accompagner des êtres humains, mais également de répondre aux objectifs de l'entreprise. Donc, a priori, de la performance pour gagner de l'argent. Et moi, je suis assez focalisée sur le sujet du management bienveillant, qui est vraiment centré sur le collaborateur, centré sur l'écoute du collaborateur. Ta spécialité, c'est le management bienveillant. Qu'est-ce que cela signifie? Le terme bienveillant, étymologiquement, si on peut dire ça comme ça vient du latin, benevolens, ça veut dire vouloir le bien. Ça veut dire être à la recherche du bien, donc inoffensif et sans gravité. Donc quand on dit management bienveillant, ça peut se définir comme un mode de gestion des collaborateurs qui est basé sur la volonté de ne pas les brusquer, de ne pas les offenser et d'aller vers leur bien-être. Et donc comment est-ce qu'on en arrive là? Il faut avoir cet état d'esprit qui n'est pas forcément inné, de centrer son management sur le salarié. Il doit se sentir bien pour bien faire son travail. Évidemment, le salarié au sens large, le salarié, la salariée. Donc c'est très important pour ça de définir des objectifs et de bien les partager avec chaque personne que l'on encadre. D'écouter à la fois les collaborateurs, d'accord, et à la fois de bien leur partager où on veut aller, où est-ce que l'entreprise veut aller, comment est-ce que nous, on participe aux objectifs de l'entreprise pour avoir un sens à notre vie. Je pense que c'est ce qu'on recherche tous. Beaucoup d'entre nous, on s'est rendu compte de ça aussi pendant la pandémie. On est focalisé sur avoir un sens à notre travail, ce qui nous fait nous lever chaque matin. D'où le fait de relier vraiment le quotidien, nos tâches quotidiennes, à un véritable sens à notre travail. Le métier de coaching est une méthode d'accompagnement, au départ pour améliorer les compétences et la performance en entreprise ou dans le sport, qui s'est depuis diversifié dans le développement personnel. Qu'est-ce que veut dire le bien-être pour toi, Claudia? Effectivement, je pense que c'est un peu un mot fourre-tout. Chacun a un peu sa définition, on met un peu plein de choses dedans. Le bien-être, le bonheur, être heureux, tout ça, se sentir bien, épanoui, là, il y a tous ces mots-là. Je les définirais tous, pour moi, ils ont tous un petit peu un sens différent, plus précis, évidemment, c'est mon domaine. Le bien-être, c'est le fait de se sentir bien. Okay. Pour moi, voilà, c'est ça qui passe par que ce soit dans notre vie au quotidien, dans notre travail, les moments de bien-être aussi. Ok, je vais me faire un massage, etc. Je passe un moment ce week-end de bien-être, tout ça. Et il y a aussi à différencier pour moi de tous les autres termes, qui est que moi je fais une vraie différence avec le bien-être. C'est un moment de la vie où c'est comme on est aujourd'hui et c'est les choix qu'on fait pour être bien, donc bien-être. Et l'épanouissement, pour moi, c'est encore différent. Le bonheur et être heureux, c'est encore des choses différentes. Donc voilà, le bien-être, moi, c'est ce que j'entends quand on parle de bien-être. L'épanouissement, c'est le fait de se sentir juste à sa place, aligné dans sa vie, dans ses choix. Donc c'est encore un petit peu différent du bien-être. Donc oui, quand on est épanoui, on est dans le bien-être la plupart du temps. Donc oui, effectivement, c'est lié en ça. Et il y a aussi le bonheur aussi. Dans la tête des gens, le bonheur, c'est être bien, heureux tout le temps. Être heureux, c'est assez proche du bonheur pour le coup dans ma tête. On est heureux tout le temps. Voilà. Je me suis rendu compte avec mon expérience de coaching et tout ça, qu'être être dans le bonheur, être heureux, ce n'est pas être bien tout le temps.
mais c'est accepter et vivre les 50% d'émotions agréables et les 50% d'émotions désagréables que procure la vie. En fait, la vie, c'est 50-50. Il y a des moments, il y a des décès, et on ne veut pas être heureux pour les décès, c'est normal, c'est normal d'être triste. Il y a des événements de la vie qui sont pas intrinsèquement, mais ou dans lesquels on peut choisir d'être pas bien, et c'est OK. Donc pour moi, en fait, le vrai bonheur, voilà, le bien-être, c'est lié à ça aussi. Le vrai bonheur, c'est d'accepter les moments agréables, d'accepter les moments désagréables, et c'est OK, en fait. Et pas essayer de... Pour moi, voilà, c'est inquiétant, quelqu'un qui veut toujours être heureux, toujours, oui, 80, 90%, 100% de mon temps, je vais être heureux, je vais être bien. C'est inquiétant, c'est pas OK. Non, il y a des moments où je vis les 50% d'émotions agréables de la vie et c'est trop bien. Et quand il y a les 50% d'émotions désagréables qui arrivent, je les prends et c'est OK et on fait avec. Et je sais pas de lutter, de non, je veux pas vivre ça et je veux du côté positif. C'est ça, en fait, pour moi, être heureux et être dans le bien-être. Et voilà un peu comment je définis ces mots, quoi. Et pour toi, Guillaume, que signifie le bien-être? Le bien-être, finalement, pour moi, c'est toutes les actions qui te permettent d'être bien. Donc, c'est assez finalement simpliste, mais c'est ça. Donc, ça peut être faire du sport qui peut t'aider à être bien. Ça peut être aller faire un massage, aller chez le coiffeur, lire un livre. Et dans le coaching, ça peut être finalement chercher du support pour apprendre à mieux gérer ses émotions dans certaines situations. Finalement, le bien-être, c'est ça. C'est toutes les actions que tu peux entreprendre et qui t'amènent à te sentir mieux, d'une certaine manière. Mylène, tu es la spécialiste du bien-être dans cet épisode. C'est quoi alors le bien-être? Alors, la définition générale que l'on trouve, c'est état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit, éprouver une sensation de bien-être. L'OMS désigne même la santé mentale comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie. Ainsi, le bien-être peut être défini comme une combinaison d'un ensemble de dimensions bien-être à différentes échelles et étapes de votre vie. En fait, dans cette histoire de dimensions, on retrouve 6 dimensions. Il y a la dimension physique, donc le bien-être quand on fait du sport, quand on se sent bien, quand on se sent bien dans son corps, c'est un bien-être. Émotionnel, c'est le plus gros bien-être que l'on trouve en ce moment avec justement tous les problèmes qu'il y a eu suite au confinement, les doutes, le burn-out, tout ce qu'on peut trouver dans les émotions. Le bien-être aussi intellectuel, c'est très important, c'est tout ce qui touche à l'apprentissage et la créativité. Donc ce qui rejoint notre organisme de formation, ça peut être aussi un bien-être intellectuel. Le bien-être spirituel qui est très très tendance en ce moment parce qu'on se retourne vers tout ce qui est yoga, méditation, la spiritualité, c'est vraiment très tendance dans le bien-être actuel. Il y a aussi le bien-être social puisqu'on retrouve du bien-être à se retrouver ensemble, ce qu'on n'avait plus pendant le confinement. Et le bien-être professionnel, ce qui touche beaucoup d'actualité par rapport aux reconversions professionnelles, au burn-out. Et c'est vrai que c'est devenu important de se sentir bien au travail. Une entreprise bienveillante, elle est centrée sur le collaborateur. Donc, si on considère qu'une entreprise, c'est un collectif d'êtres humains, et ces êtres humains, s'ils se sentent bien, ils peuvent bien faire le travail, performer. C'est évidemment des éléments qui sont accompagnés de statistiques. Un salarié, une salariée qui ne va pas bien, c'est un salarié qui va s'absenter, par exemple. Donc, un mode de management bienveillant, c'est un mode de management qui va diminuer l'absentéisme. Et c'est également un mode de management qui va éviter deux phénomènes dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont le burn-out et le bore-out. Le burn-out est donc reconnu comme un épuisement professionnel lié à un trop-plein d'activités ou à un management non adapté. Le bore-out, quant à lui, est un manque d'intérêt, de stimulation intellectuelle. En fait, tout est lié parce que, mais c'est-à-dire qu'on va trouver des techniques de bien-être qui ne sont pas forcément les mêmes. Dans l'émotionnel et dans l'intellectuel, on ne va pas avoir forcément les mêmes techniques de bien-être, on ne va pas trouver des outils. Donc ce qui est intéressant dans le bien-être, c'est qu'on va trouver différentes techniques et outils pour justement se faire du bien et récupérer un épanouissement personnel en fait. Alors évidemment, la partie qui va m'intéresser, c'est le bien-être ressenti par chacun et chacune dans un collectif, et c'est la partie subjective de ce bien-être. Donc c'est important pour une entreprise, pour un collectif, de comprendre et d'admettre la subjectivité du bien-être. Lorsque j'accompagne les entreprises,
on met en place justement des systèmes de mesure ou au moins d'écoute du niveau de bien-être, du niveau d'humeur de chacun et de chacune au quotidien ou à minima de manière hebdomadaire. C'est de dire cette semaine, quelle est votre humeur ? On va schématiser en général à travers quelque chose de simple, par exemple des feux vert, orange, rouge. Ou bien il y a d'autres entreprises qui choisissent la météo. Pourquoi on fait ça ? On fait ça pour que les cailloux dans les chaussures de chacun et de chacune n'y restent pas, pour libérer la parole et que chacun puisse s'exprimer et dire cette semaine je suis en humeur rouge, et pour permettre à chaque manager bienveillant d'aller chercher la cause racine et l'aider à en sortir. Comment est-ce que je peux t'aider pour aller mieux ? Comment est-ce que je peux enlever des cailloux de ta chaussure ? C'est un mécanisme qui rentre peu à peu dans l'état d'esprit du management, de se dire qu'on va vraiment aller questionner les collaborateurs, les collaboratrices, tous les êtres humains qu'on accompagne pour les aider à améliorer leur bien-être et donc leur performance. Évidemment, il faut aussi faire attention dans cet accompagnement à ne pas être trop tiré vers la performance. On a bien dit que c'est un équilibre de trouver ce positionnement-là bienveillant, centré sur le collaborateur, la collaboratrice, pour aller vers la performance. La naturopathie, quand on dit ça et ça regroupe des méthodes holistiques. Holistique, ça veut dire qu'il prend l'individu dans sa globalité. Sa globalité, c'est ça. C'est physique, émotionnel, spirituel, intellectuel. Et en fait, dans toutes ces techniques-là, en naturopathie, on fait un bilan total parce que ça passe par l'hygiène de vie, l'alimentation, comment on se sent émotionnellement, comment on se sent physiquement dans son corps, d'où viennent nos symptômes. On recherche la cause de la cause. Et en effet, même si c'est l'absence de maladie, il y a toujours des maladies qui se déclenchent. Pourquoi on va vers le bien-être ? C'est pour justement trouver des solutions naturelles à nos symptômes de pathologie. Parce qu'un mal de ventre lambda, ça va être du stress, au départ peut-être alimentaire, mais si on élimine tout ce qui est alimentation, ça peut être justement du stress. Les ulcères à l'estomac, c'est connu parce que c'est ça. C'est beaucoup de contrariété, d'angoisse et de stress. Donc on va essayer de trouver des solutions naturelles à tout ça. C'est ce qui fait qu'on va vers, soi-disant, le bien-être. Mais ça regroupe toutes ces dimensions en fait. C'est ça qui est important de voir. On peut pas se dire je vais aller mieux juste parce que je vais aller courir 1 heure. Ça marche pas comme ça. Il faut traiter toutes les dimensions. C'est ça la méthode holistique. Nous venons de découvrir les compétences et métiers de nos intervenantes et intervenants et de comprendre en quoi ces métiers sont liés au bien-être, qu'ils soient personnels ou professionnels. Toutes les sphères de nos vies sont en effet liées. Il semble à présent intéressant de s'intéresser au profil des clients, clientes et élèves de nos intervenantes et intervenants. Guillaume, comment fais-tu pour trouver de nouveaux clients ou nouvelles clientes ? Moi, aujourd'hui, justement, je n'utilise pas encore le levier réseau social. C'est quelque chose qui va venir. Pour te dire, je n'ai même pas de site internet. Enfin, j'en avais un, mais je l'ai mis en pause et aujourd'hui, je n'en ai pas besoin. Parce qu'effectivement, la majorité de mes clients arrivent vraiment par réseau proche, en fait, par le bouche à oreille. Et pour moi, c'est aussi finalement un des meilleurs marketing, d'être recommandé par quelqu'un. Tu n'as même plus besoin tu vois. Alors, le but n'est pas de convaincre forcément de quelqu'un de devenir client, mais finalement, tu n'as pas besoin de faire d'efforts de vente puisque la personne, le process et le programme d'accompagnement est déjà vendu d'une certaine manière, puisqu'elle peut le voir à travers quelqu'un qu'elle connaît déjà et voir finalement les résultats et pas forcément se baser sur quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Parce que finalement, c'est ça qui est entre guillemets compliqué pour obtenir des clients, c'est gagner aussi une certaine confiance. Quand tu ne connais pas la personne, c'est de dire, OK, quelles sont les étapes qu'on va mettre en place pour construire cette confiance et pour savoir si oui ou non, le coach ou la personne qui se présente en face de moi me correspond et peut m'aider dans le chemin que je veux emprunter. Et c'est vrai qu'en passant en bouche à oreille, finalement, tu lèves un peu toutes ces barrières puisque tu passes avec quelqu'un en qui tu as déjà confiance et en qui tu vois déjà des résultats. Donc forcément, si tu es recommandé par cette personne-là, c'est d'autant plus simple de faire la démarche avec un coach ou quelqu'un qui t'accompagne et qui a déjà accompagné quelqu'un que tu connais, quoi. Mylène, je sais que toi, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux aujourd'hui pour attirer ton public. Comment les rencontres-tu après ? En effet, donc les élèves nous contactent
en fonction des événements qu'ils voient passer, des formations qu'on propose. On les reçoit, la plupart du temps, on essaye de les recevoir au maximum dans notre bureau parce que le contact et l'échange est important pour aussi cerner leurs demandes et leurs besoins. Parce qu'en fonction de ce qu'ils veulent faire, il y en a certains, ils savent qu'ils veulent aller là-dedans, mais ils ne savent pas bien quoi. Certaines personnes sont, même dans le bien-être, un petit peu perdues parce qu'il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choix en fait. C'est très, très varié les métiers du bien-être, les médecines douces, les médecines alternatives, on trouve beaucoup de choses. Et en ce moment, c'est vrai que, est-ce que c'est une question de mode? Mais en tout cas, on en a besoin, quoi. Il y a une vraie demande et un vrai besoin. Toi aussi, Claudia, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux. Quel est ton public cible? Moi, concernant les personnes qui sont appelées par moi parce que je propose et qui deviennent mes clientes, mes coachées, ce sont du coup majoritairement, enfin uniquement pour le coup, que des femmes. J'ai déjà eu des interactions et eu des premières appels découvertes et des rencontres avec des hommes. Mais mes coachés, qui sont effectivement mes coachés que je coach au long terme, c'est vraiment que des femmes. Mon public, du coup, ce sont des femmes et, comme je disais tout à l'heure, des people pleasers, plutôt introvertis aussi. Pareil, je pourrais en parler des heures, mais il y a plein d'idées reçues sur introverti. On pense que c'est quelqu'un de réservé, alors que pas forcément. Il y a un détail à faire avec ça. Donc voilà, des femmes qui veulent faire plaisir à tout le monde, people pleaser, introverties, et qui ont un bullshit job, ce que j'appelle moi un bullshit job. C'est un boulot, encore une fois, dans lequel elles ne sont pas bien, alors qu'il a tout pour être OK sur le papier. Et je me suis rendu compte, moi, au tout début de ma pratique, je voulais ouvrir à tout le monde. Parce que je me dis, on peut être une femme, on peut être un homme, et se reconnaître dans cette définition, avoir ce boulot-là, avoir cette tendance-là. Ça, c'est sûr. Et dans les faits, je remarque qu'en termes de nombre de gens qui me suivent, les pourcentages de gens qui interagissent avec moi, tout ça, il y a une énorme majorité écrasante de femmes. Donc bon, au début, je dis, je ne fais pas cas, c'est pas grave, je ne sais pas trop quel est le phénomène qui a amené à ça, mais moi, je continue à penser qu'il y a des hommes qui ont besoin de moi là-dessus et je suis ouverte à ça. Et j'ai eu, je crois, de mémoire, j'ai eu 3 hommes avec qui on a échangé pour potentiellement un coaching, sans que ça aboutisse, hein, évidemment, je vais y revenir. C'est vraiment le bout du monde. Vraiment, 3 hommes, c'est vraiment le bout du monde. Et au final, j'ai fini par me dire, mais un jour, je me suis posé la question, mais est-ce que je continue à parler pour les hommes? Parce que du coup, dans ma communication, ça change. Je parle en écriture inclusive, ou alors je parle au masculin, ce qui ne m'allait pas forcément du tout, parce qu'effectivement, normalement, on parle au masculin quand on englobe homme-femme, bref. Donc, écriture inclusive, ou alors qu'au féminin, mais du coup, ils ne se reconnaissent pas. Mais alors, du coup, ça a changé dans ma communication. Un jour, je me suis dit, en fait, je vais parler qu'aux femmes. Parce que je me rends compte que pourquoi j'ai que des femmes qui sont attirées par moi, je suppose, je suis pas sûre à 1000%, j'ai pas la réponse, mais selon moi, c'est parce que je suis moi-même une femme et le storytelling que je fais, le storytelling, c'est l'histoire qu'on propose et qu'on raconte à nos auditeurs, à nos followers, pour qu'ils comprennent vraiment ce par quoi on est passé et pour vraiment qu'ils puissent se reconnaître dans la problématique précise qu'on résout. Donc toute cette histoire que je raconte, que je détaille, là je parlais tout à l'heure du restaurant, les gens qui vont se reconnaître, qu'est-ce qu'on choisit comme restaurant, le travail, comment on se sent, mon parcours, donc tout le storytelling que j'ai, je ne me rendais pas compte, mais je pense qu'en fait il est très empreint des stéréotypes et des femmes dans la société et de ce qu'une femme peut vivre. Parce que peut-être qu'un homme qui est aussi people pleaser, parce qu'il y en a, qui a aussi un bullshit job et qui est aussi introverti, il ne va pas vivre la même histoire que moi de la même manière, il ne va pas la raconter de la même manière. Il ne va peut-être pas se reconnaître dans ce que je dis. Et qu'à un moment donné, je dis, ok, je coach que des femmes, je pars en écriture uniquement au féminin, ou aussi inclusive aussi, parce qu'en général, aussi, les femmes, je crois que, j'espère pas, mais on est une majorité de femmes à l'utiliser. En général, les hommes, ils utilisent malheureusement encore trop l'écriture uniquement masculine, bref. Donc je me dis, ok, je vais cibler les femmes. Mais c'est ça, en fait, je me rends compte que dans mon parcours, dans les problématiques que j'ai eues, l'histoire du restaurant, peut-être qu'un homme qui est people pleaser, il va pas avoir ce problème au restaurant, il va, pour l'histoire de... Il y a d'autres carcans, hein, quand on est un homme, genre l'ego, dans l'ego masculin, j'imagine qu'il faut être force de proposition. Donc un homme people pleaser, peut-être que dans cette situation, il va pas dire comme moi, c'est un bon exemple, il va pas dire ah mais je sais pas dans quel restaurant aller comme vous voulez, comme vous voulez, où vous voulez. Peut-être qu'il va dire bon on va au restaurant chinois. Alors qu'en fait il sait pas vraiment ce qu'il a envie. Donc j'imagine que un homme en tant que people pleaser, il va peut-être faire croire qu'il sait alors qu'il sait pas, mais il va vouloir donner un avis. Et ça j'imagine, hein, je suis pas encore sûre à 1000%, mais donc ça fait que l'histoire est différente, donc il se reconnaît pas forcément dans ce que je dis. Donc au début, je me dis pas parce que je suis une femme, physiquement, ils voient que je suis une femme, donc ils disent je vais juste pas me faire aider et accompagner par une personne qui est une femme. Bon, je pense pas que ce soit que parce que j'ai des cheveux longs et parce que j'ai l'air d'apparence d'avoir une femme, ou voilà, je pense que ça va plus loin. Mais ouais, selon moi, il y a un truc d'histoire, quoi. Dans tout le déroulé, je parle beaucoup des pensées, hein, qu'est-ce qu'il y a dans une situation,
qu'est-ce qui se passe dans ma tête, voilà, je suis au restaurant, ou il faut choisir un restaurant, et dans ma tête, il y a une hésitation, je vais où, je ne sais pas quoi dire. Les hommes, ils n'ont pas les mêmes phrases, quoi, parce qu'en tant qu'homme, parce que dans la société, on s'attend à autre chose d'un homme. Donc moi, pour une femme, c'est bien vu de dire, je ne sais pas où vous voulez, et c'est OK, en fait. Alors qu'un homme, peut-être qu'il ne va pas vouloir arriver jusque-là, il va avoir comme réflexe de dire, dans sa tête, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, bon, moi, il faut que je dise un truc. Ah, ben, je vais faire la pizzeria. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de manger dans la pizzeria. Donc, c'est comme vous voulez, mais moi, je vais là. Histoire de cacher un faux truc. C'est une supposition, mais ça expliquerait pourquoi les hommes ne se reconnaissent pas dans mon histoire, quoi, et dans tout ce que je vis, tout ce que je raconte. Moi, c'est vrai que la majorité de mes clients aujourd'hui, ce sont des hommes. Alors, j'ai eu une femme. En fait, j'ai eu une femme. Après, tu vois, je me posais la question, est-ce que justement, c'est pas parce que j'ai une orientation business, tu vois, c'est vraiment une question ouverte. J'ai pas du tout de réponse par rapport à ça. Et est-ce que justement les hommes n'ont pas tendance plutôt à se rapprocher de coachs sur, comment dire, des aspects un peu comme ça, tu vois, plus performance, plus business, alors que finalement, les femmes vont plus se tourner vers des coachs qui auront une approche peut-être plus orientée sur gestion de l'émotionnel, tu vois, gestion de la vie intérieure. Je pense que, et après, ça reste que mon avis, hein, mais c'est vrai que les hommes ne sont pas forcément ouverts aux autres vis-à-vis de leur vie intérieure, alors que les femmes sont beaucoup plus prêtes à partager ça avec leur coach, que ce soit d'ailleurs un homme ou une femme, alors que ce n'est pas le cas des hommes, je trouve. En tout cas, il y a très peu d'hommes. Mais par contre, c'est vrai que, alors je ne sais pas si ça va devenir une tendance, mais j'ai le sentiment que justement ça, c'est quelque chose qui est amené à changer et que les hommes vont de plus en plus, et moi, ça a été aussi ma démarche d'une certaine manière, mais vont plus en plus s'ouvrir sur cet aspect finalement qu'on peut considérer, alors tu diras ce que tu en penses, de féminin qu'on peut avoir en nous et justement se tourner sur l'ouverture de nos émotions et justement ouvrir nos émotions aux autres. Ici, il y a plusieurs choses intéressantes que l'on peut constater. Ces notions sont liées et sont les impératifs de genre et l'identification à ceux-ci. Les impératifs de genre sont toutes les valeurs, caractéristiques mentales, psychologiques, physiques et comportementales allouées automatiquement à un genre ou à un autre. Tout ce que l'on va dire qu'une femme est une femme, car elle a des cheveux longs, elle a l'instinct maternel, elle est organisée, empathique, au service de l'autre, douce, maniaque, etc. Tout ce que l'on va dire qu'un homme est un homme, car il est fort, viril, inébranlable, force de proposition et de gouvernance, manuel et bricoleur, etc. Bref, ces impératifs de genre sont très stéréotypés, mais sont également en opposition. Un homme est musclé, une femme est fluette, l'homme est public, la femme au foyer. On voit bien que ces stéréotypes sont dépassés et clairement faux, mais résonnent dans nos têtes comme une musique insupportable. Il faut en prendre conscience pour en sortir, ce qui n'est pas toujours évident à faire sur soi. Si ces impératifs de genre ne nous dictent pas nos gestes, ils sont tout de même présents dans notre inconscient et font surface lors d'un doute ou d'un état de détresse, car ils nous assurent de ne pas être marginaux, marginales et d'être admis, admises dans un contexte donné. L'identification est ici très pertinente car les femmes s'identifient au discours de Claudia, à ses impératifs de genre et son vécu, quand des hommes s'identifient à ceux de Guillaume et à son vécu. Non pas que Claudia et Guillaume soient dans les stéréotypes, mais nos valeurs, comportements et vécus sont indubitablement orientés par des impératifs de genre sociétaux dans lesquels d'autres vont se reconnaître aussi. Ce vocabulaire est aussi un moyen d'analyser ces impératifs quand Claudia va utiliser people pleasure, bullshit job, Guillaume va utiliser reprendre le contrôle et indépendant. Tous deux sont coachs professionnels, mais leur vécu influence automatiquement leur façon de parler et donc le public qu'ils et elles vont attirer. Et toi, Mylène, quel est ton public ? Alors, j'ai tous les âges. J'ai beaucoup de reconversions quand même. Donc, j'ai une grande moyenne de majorité qui serait 35-45. Après, voilà, par session, j'ai un homme. De 6 à 10 élèves, j'ai à chaque fois un homme. Donc, c'est déjà bien parce que dans les métiers du bien-être, ça peut
être soi-disant peu viril, mais c'est complètement faux. C'est vrai que j'ai des hommes qui assument complètement leur part de féminité ou de sensibilité, parce que c'est vrai que ce sont des techniques, comme on dit, un peu douces, donc plutôt féminines. On travaille beaucoup avec l'énergétique chinoise yin et yang, hein, donc le yin avec la femme et le yang masculin. Donc ce sont des techniques dites yin plutôt, justement, avec des énergies très douces. Mais on a de plus en plus d'hommes qui se renseignent, quoi. Donc c'est chouette, en fait. Ici, ce que nous dit Mylène est très intéressant. Elle nous parle de l'énergétique chinoise complémentaire, le yin et le yang. Le yin étant considéré comme féminin et le yang comme masculin. Vous comprenez ce qui m'intéresse ici ? Dans chaque partie, si l'on analyse ce cycle, il y a bien au centre une petite part du contraire. Dans le yin, il y a une toute petite part de yang et inversement. Qu'est-ce que cela veut dire ? De manière imagée, si une part masculine, infime soit-elle, est bien centrée et contenue dans une part féminine, c'est OK. Si une petite part féminine est également contenue au sein d'une entité masculine, c'est OK. C'est une conception binaire assez réductrice, car si l'on sort de ce schéma, si une personne, homme, a une plus grande part de ce que l'on considère comme féminin, et inversement, alors si l'on sort de ce schéma, cela n'est pas reconnu comme naturel. Autre exemple, si une personne de sexe féminin décide de se genrer au masculin, appartient-elle au yin ou au yang ? Nous donnons plus d'importance au sexe ou au genre. Enfin, dans cette formule, les deux seraient complémentaires. On en revient aux impératifs de genre et aux opposés. Si un homme est bordélique, une femme est maniaque. Si une femme est douce, un homme est fort. Si une femme est nuit, un homme est jour. Si le yin est un pays faible, le yang est un pays puissant, selon le manuscrit de Ma Guangdui. La combinaison binaire en opposition selon des impératifs de genre, historiques, culturels et archétypés, n'est plus une valeur à revendiquer comme immuable. Dans le cadre de l'énergétique chinoise, ces énergies sont globales et chaque organisme possède les deux. Un bon équilibre dépend de l'harmonie intérieure. Et vous, qu'en pensez-vous ? On a parlé d'individus coachés, mais dans les managers, Tamia, y a-t-il des différences selon le genre ? Il n'y a pas de différence entre un manager homme et une manager femme. Il y a autant de styles de management qu'il y a de managers. Il y a autant de styles de management qu'il y a de duo manager-manager. Parce que la clé d'un bon management, c'est aussi de s'adapter à l'être humain qu'on a en face de soi. Après, donc, je vous ai dit que j'étais passionnée par l'intelligence collective. Donc, lorsque j'ai vu cette question, je me suis dit qu'il y avait mon point de vue, mais il y avait peut-être également le point de vue d'autres personnes. Donc, j'ai fait appel à l'intelligence collective et on m'a répondu plein de choses. Quelqu'un m'a répondu de manière très spontanée, la différence entre un manager homme et un manager femme, c'est le salaire. Donc, il y a des statistiques qui disent que les femmes, pour un même travail, sont souvent moins rémunérées que les hommes. Je ne sais pas à quel point elles sont différentes au niveau du management, mais dans l'ensemble des salariés, on est de l'ordre de 25 à 30% de salaire en moins pour chaque salarié femme. On m'a également dit, une femme manager, pour devenir manager, peut-être qu'elle a eu besoin de fournir plus d'efforts qu'un homme, et donc elle a eu à déployer une certaine énergie pour asseoir sa légitimité, se faire entendre, pour progresser, obtenir une promotion, demander une augmentation salariale. On peut dire qu'il s'agit de sexisme ordinaire. Le sexisme ordinaire, on l'observe effectivement des managers vers le reste du monde et du reste du monde vers les managers. Et du reste du monde vers moi, par exemple. Celui que j'observe le plus et qui me chagrine, c'est la systématisation envers les managers femmes, de coller à la manager femme des caractéristiques assez spécifiques qu'on n'aurait pas du tout collées à un homme. C'est de dire,
Et si cette femme elle a un style de management orienté performance, alors, parce que c'est une femme, on va dire, c'est une tigresse ou c'est un bulldog. Là, j'utilise des verbatims vraiment de choses que j'ai entendues et qui viennent assez rapidement dans le langage et qui ne sont pas anodins. Inversement, certains métiers, comme par exemple le consultant qui accompagne des managers, on va identifier ça comme métier lié aux soft skills, donc les compétences humaines au final. Et on va dire, c'est un métier de femme. Les soft skills, les femmes sont meilleures. Elles sont meilleures pour appréhender l'humain. On trouve aussi des remarques vis-à-vis des personnes managées. Lorsqu'un homme est encadré par une femme, il peut réagir de certaines façons, selon son vécu, selon son imaginaire, selon sa culture. Et il y a eu quelquefois des couples, pas dire couple, mais des duos manager-femme, personnes encadrées hommes, qui ont souffert du poids de la société patriarcale ou du poids de la culture dans laquelle normalement les femmes c'est pas des dirigeantes et elles ne dirigent pas des hommes. Il y a plusieurs notions intéressantes dans ce que nous dit Tamia. Des notions que nous avons déjà vues dans d'anciens épisodes qui semblent bon de rappeler. La première notion est celle des soft skills et des hard skills. Comme le yin et le yang, ces deux notions sont contraires et opposées. Ces compétences, ces skills, font appel aux sciences dures et aux sciences molles également. Soft skills et sciences molles font référence à tout ce qui est considéré comme féminin dans l'inconscient collectif, l'empathie, l'aide à la personne, les sciences humaines, la communication, etc. Les hard skills et les sciences dures font référence au contraire, par opposition, à tout ce qui est masculin. Les mathématiques, la logique, la médecine, etc. Plusieurs choses sont différentes ici. Le langage. Molle est différent de dur, soft différent de hard. Ensuite, l'estime et la considération de ces compétences et métiers associés. Et enfin, le salaire de ces métiers. Et enfin, le sexisme ordinaire dont fait référence Tamia. Le sexisme ordinaire est impératif de genre intégré. Une femme ne peut pas diriger un homme car une femme est synonyme de douceur, tandis qu'un homme est synonyme de force et donc de pouvoir. On le sait que ce sexisme ordinaire est tellement intégré qu'il ne se manifeste pas de la sorte, mais cela va être dans des comportements que l'on va ressentir, couper la parole, agir contre les demandes de la manager, l'humour désobligeant, etc. Le sexisme ordinaire, c'est tout ce qui remplace la femme dans une condition inférieure, mais de manière détournée et donc difficilement identifiable et critiquable. Mais le sexisme ordinaire étant exercé par les femmes que par les hommes, sur les hommes et sur les femmes, mais ce sont les procédés qui sont différents. Et toi, Mylène, quelles sont les différentes motivations de tes élèves à s'inscrire aux formations ? Alors, on a un petit peu de tout au niveau de nos élèves qui s'inscrivent. On a beaucoup de personnels soignants qui veulent ajouter des techniques complémentaires parce que juste donner des médicaments, des piqûres, faire des soins d'hygiène, c'est pas toujours agréable. Et on a des personnels soignants, infirmières, aides-soignants, autres, qui s'intéressent vraiment aux techniques complémentaires comme justement la réflexologie, l'hypnose, la sophrologie, pour justement, ils ont compris que les patients avaient besoin de choses pour les apaiser, les rassurer. Et donc, j'ai beaucoup de personnes qui se tournent vers des techniques. Donc, ils vont agrémenter, développer leurs compétences pour justement rajouter des techniques dans leur travail. J'ai beaucoup de femmes qui ont pas mal réfléchi, je pense, pendant le confinement, et qui ont envie de s'épanouir personnellement, qui ont envie de se former aussi pour elles-mêmes, en fait, en recherche d'épanouissement personnel.
Il y a vraiment un désir d'intégrité par rapport à leur... comment dire, en fait, ce qu'elles étaient, où elles travaillaient souvent dans du secrétariat ou dans des métiers qui ne leur convenaient pas parce que, voilà, elles ont démarré comme ça. Et là, en fait, elles sont en recherche de valeurs et être en adéquation avec leurs propres valeurs, en fait. Je pense aussi que le rôle de maman, ça fait réaliser beaucoup de choses. Et puis, on est dans un monde où on est inquiet. Nous, les mamans, on est vachement inquiètes pour nos enfants, pour le futur. Qu'est-ce qu'on leur offre comme planète? Qu'est-ce qu'on leur offre comme monde? Voilà, est-ce qu'on a décidé de rester dans du matériel? Est-ce qu'on peut y trouver un côté justement plus spirituel? Et c'est vrai qu'on a envie de transmettre tout ça aussi à nos enfants, en fait. Donc c'est vrai que je pense que ça a fait beaucoup de déclics. Et oui, j'ai pas mal de reconversions. J'ai eu beaucoup de mamans qui étaient en burn-out et qui ont fait un travail sur elles, qui ont été entre guillemets sauvées par des techniques naturelles et pas forcément des thérapies en psychiatrie, un truc lourd avec des antidépresseurs, des anxiolytiques. D'elles-mêmes, elles se sont dirigées vers des méthodes douces et naturelles, en fait. La sophrologie, l'hypnose, les fleurs de bac pour la gestion des émotions, des plantes. Et en fait, du coup, en voyant que ça marchait sur elles-mêmes, elles ont décidé de se former pour en faire quelque chose professionnellement. Et pour les hommes ? Alors, j'ai un papa de 5 enfants qui a fait un burn-out et qui est complètement en reconversion professionnelle. Il va être réflexologue très bientôt. Donc, je sais qu'il est prêt à s'installer. Il est très motivé, alors qu'il était un petit peu plus perdu quand je l'avais reçu. Et après, j'ai d'autres personnes j'ai un petit peu de tout. J'ai des jeunes hommes qui se dirigent vers les massages et des techniques de bien-être. J'ai un monsieur qui est déjà magnétiseur et donc qui justement veut aller plus dans le toucher. Voilà, donc ils sont en train de se former. C'est aussi des démarches personnelles, c'est aussi des chemins de vie. Et ils veulent rajouter des techniques aussi pour ceux qui sont déjà en activité. Mais j'ai aussi des papas en reconversion, ça existe. J'en ai moins, j'espère en avoir plus, mais les objectifs et les buts sont les mêmes, oui. Et comment faire pour toucher plus d'hommes ? Je pense que c'est comme tout, hein. On est aussi dans une région pas macho, mais voilà, il faut quand même le dire. C'est vrai que l'homme en Corse... il s'ouvre de plus en plus, il est de plus en plus, il n'y a pas que l'image, il est de plus en plus en recherche de profondeur, d'épanouissement aussi personnel, pas que justement pas que dans le lien professionnel ou social. Donc on a de plus en plus, mais c'est en train de s'ouvrir. Voilà. Je pense qu'il faut garder espoir, c'est une ouverture d'esprit qui est en train de se propager. C'est ce que je disais toujours quand je suis arrivée il y a 25 ans à Ajaccio, il y avait un ostéopathe. Maintenant, il y en a combien ? Donc voilà, tous ces métiers-là. Après, quand ils verront que ça n'est pas ouvert qu'aux femmes, qu'il y a des hommes qui s'installent comme naturopathes, réflexologues, sophrologues, hypnothérapeutes, ça va se faire petit à petit. Il faut leur laisser le temps de s'ouvrir à tout ça, c'est important. Nous venons de voir les profils et clients, clientes et élèves de nos intervenantes et intervenants. Tout ce qui s'en rapproche, comme le sexisme ordinaire, les impératifs de genre, associés inconsciemment au genre d'une personne. Ce sont des notions sur lesquelles on revient souvent, car pour les déconstruire, il faut encore les identifier. Voyons à présent les différentes peurs et croyances et les différentes méthodes d'accompagnement pour que chacun et chacune accède au bonheur, au bien-être, dans toutes les sphères de sa vie. Donc, comme on vient de le dire, pour accéder au bien-être, il faut identifier ce qui nous rend malheureux, malheureuses dans notre quotidien. Comment faisons-nous, Claudia ? Ouais, en fait, le point d'entrée, c'est quand il y a un truc qui cloche. Moi, je parlais de l'exemple de la nourriture. Voilà, par exemple, moi, j'ai vu que j'ai pris du poids. J'ai dit, merde, attends, je prends du poids, comment ça se fait ? Ça peut être un exemple. Donc, oui, parce que je mange, ok, donc c'est lié. Donc, j'ai décortiqué le truc par là. Oui, mais pourquoi je mange ? Parce que je ne suis pas bien la journée et je suis bien que le soir. Et tout doucement, on y arrive. Donc, en fait, comment faire pour travailler sur soi, pour comprendre ce qui ne va pas, etc. Prenez le point dans votre vie, genre l'éléphant au milieu de la pièce qui ne va pas. C'est sûrement le haut de l'iceberg, hein, c'est pas le seul problème, comme l'histoire de la nourriture avec moi, mais c'est par là qu'on commence le truc. Donc c'est quoi le truc qui pose problème ? Je fais que m'engueuler avec mon mec. Mon patron et moi au boulot, c'est une catastrophe. Ou genre, je me sens très mal dans mes relations amicales, j'ai pas de relation amicale, ça me bouffe, qui me prend toute ma vie. Vraiment le problème
qui est majoritaire et qui prend tout l'espace, qui vous stresse, voilà, tout ce truc qui prend tout l'espace mental, on commence par là, à démêler. Et en fonction, alors du coup, évidemment, je parle de ce qui me concerne, mais en tant que dans le coaching, potentiellement, ben voilà, si on se rend compte que les formules de la pièce, c'est dans leur relation de couple, on va solliciter un accompagnant, un coach ou quoi sur le couple. Si on se rend compte, putain, mais en fait, c'est le travail, je suis pas bien dans mon travail, on va me solliciter à moi, pour l'exemple. Ou si c'est la nourriture, un coach nourriture, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment le truc que je me dis, mais là, ça va pas, je suis pas bien, et ça me pose problème, et ça prend toute la place, en fait. Il y a cette notion de le truc qui est plus gros, en fait. Quelles sont les peurs et les croyances de tes clients, Guillaume? Les peurs et les croyances, en fait, si tu veux, je pense que la majorité des peurs que rencontrent les clients que j'ai, c'est vraiment la peur du changement, d'une certaine manière. C'est qu'ils sont attirés par le changement. Ils se disent, ah ouais, tiens, ça pourrait être sympa voilà, de gagner plus d'argent, ça peut être sympa d'être à son compte, ça peut être sympa de monter son entreprise, ça peut être sympa d'avoir un sentiment de liberté. Mais par contre, ils ont la peur du changement, de se dire, oui, mais finalement, le pendant de tout ça, c'est qu'est-ce que je perds? Je perds une certaine sécurité, je perds une stabilité, ou en tout cas, dans leur esprit, ils vont perdre une stabilité, une sécurité, ils vont perdre finalement leurs habitudes et leurs repères. Et je pense que c'est ça qui leur fait peur, tu vois, c'est justement la perte de repères et de se dire, bah finalement, je vois l'objectif et je commence à prendre conscience que pour atteindre cet objectif, je suis obligé de lâcher tout ce que j'ai. Et là, tu vois, on va créer finalement une certaine instabilité pour transitionner enfin voilà, pour effectuer ce changement-là. Et je pense que c'est cette partie-là qui leur fait peur. Et après, dans ce changement et dans cette instabilité, on peut rencontrer, voilà, ça va être peut-être du manque de confiance en soi, ça peut être tout un tas de choses en fait. Ça peut être après vraiment des aspects qu'on pourrait considérer comme futiles ou comme pas si impactants que ça, mais pour la personne, au moment où elle rencontre en tout cas la problématique, c'est impactant et ça pourrait être, tu vois, juste une histoire d'administratif, ah oui, mais je sais pas, j'ai jamais créé une société. Mais en fait, il y a toujours, tu vois, on commence toujours quelque part, on commence toujours à zéro quelque part. Il y a bien une première fois à tout, en fait, d'une certaine manière. Et effectivement, le tout aussi, c'est de pouvoir faire preuve d'empathie et de comprendre où en est finalement notre client, de se mettre à sa place et de voir voilà, quels sont les éléments qu'on peut lui apporter pour que lui-même crée sa propre confiance en lui par rapport au fait qu'il peut surmonter finalement l'obstacle qu'il est en train de rencontrer. Et les peurs et les croyances de tes clientes, Claudia? J'imagine qu'il y a des peurs et des croyances qui sont aussi genrées, qui sont intrinsèques aux attentes ou de peurs de quand on est une femme, tout ça, et d'autres peurs aussi qui sont des peurs que plus les hommes vont avoir, mais auxquelles je ne pense pas parce que je ne les ai pas rencontrées, je ne les ai pas vécues non plus. Ouais, il y a le truc du père, enfin, tu vois, quand je pense aux peurs et aux croyances, il y a les peurs notamment de pas de décevoir le père ou le parent avec qui on a été beaucoup dans le faire plaisir. Mais bon, est-ce que c'est intrinsèque aux femmes? Probablement que non, mais c'est encore une fois dans la manière de le vivre et dans la manière de l'expliquer, voilà, ça va être différent. Donc ça, c'est intéressant aussi peut-être. Guillaume, est-ce que tu proposes du coaching sur le développement personnel aussi ou uniquement sur l'aspect professionnel et business? En fait, si tu veux, moi, quand je présente mon programme, j'aborde pas spécialement en détail la partie développement personnel, alors que finalement, dans mon accompagnement, il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Et parce que j'ai le sentiment aussi que, tu vois, le développement personnel, c'est quelque chose, voilà, on sent qu'il y a une tendance de fond qui est en train de se mettre en place et que les gens commencent à être un peu plus sensibilisés à tout ce qui est développement personnel, mais que c'est pas forcément, ça reste encore peut-être un peu, comment dire, un peu flou. Quand on parle de développement personnel autour de nous, tout le monde n'est pas forcément réceptif et se pose pas mal de questions, finalement, à quoi ça sert, etc. Alors que finalement, quand les personnes passent à travers le développement personnel dans la pratique ou à travers un bouquin et qu'ils ont choisi, tu vois, par exemple, je prends mon exemple, si quelqu'un passe par mon accompagnement de coaching business, il va apprendre le développement personnel par le coaching business et il va s'ouvrir à ça en faisant lui-même la démarche, tu vois, de vouloir aller vers son objectif. Il va apprendre le développement personnel à travers ça. Et je pense que du coup, c'est beaucoup plus simple, tu vois, de goûter au développement personnel de cette manière-là, plutôt que quelqu'un vienne te voir et te parle de développement personnel, alors que même toi, tu n'es pas du tout sensibilisé, tu vas te dire, OK, mais à quoi ça sert? C'est quoi le développement personnel? Et finalement, est-ce que ça s'adresse vraiment à moi? Alors que si tu es dans une démarche de, ah bah tiens, j'ai telle problématique à résoudre, je m'adresse à telle personne, et là, en l'occurrence, un coach, et ce coach me donne des outils qu'il appelle être des outils de développement personnel, là, tu peux tout de suite le mettre en perspective et du coup, voir quel est l'intérêt pour toi
Et je pense que finalement, le développement personnel, pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment prendre de plus en plus d'ampleur avec finalement les temps qu'on vit, que ça soit le stress, on voit, il y a de plus en plus de burn-out, la vie qui va de plus en plus vite avec Internet, les communications vont de plus en plus vite, on voit que dans le monde de l'entreprise, il y a de plus en plus de pression, et on sent que toute cette pression amène les gens à se recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour eux. Et je pense que c'est dans ce genre de moment, tu vois, dans ce genre de crise ou dans cette sorte d'émulsion, tu vois, que les gens vont découvrir le développement personnel. Claudia, qu'est-ce qu'un bullshit job? Quelles sont les étapes pour en sortir? En fait, comme je disais tout à l'heure, du coup, il y a plusieurs. Alors, moi, je le dis en anglais. Bullshit job, c'est un mot anglais. Mais encore un boulot de merde, en gros. Vraiment, c'est vulgaire. Et en français, du coup, comment on le traduirait? On le traduirait par boulot alimentaire. Voilà, ça, c'est le truc le plus proche. Mais moi, je n'utilise pas boulot alimentaire volontairement. Parce que dans l'inconscient collectif, homme ou femme pour le coup, un boulot alimentaire, c'est un boulot qui est mal vu par la société, qui est en bas de l'échelle sociale, j'aime pas dire ça entre guillemets, mais des gens qui n'ont pas beaucoup de qualifications, pas beaucoup de compétences, c'est malheureusement dans l'inconscient collectif, du genre des métiers comme serveuse, caissière, des métiers qu'on peut faire un temps dans notre vie, ou pour les gens qui, c'est un peu l'idée qu'on a des boulots alimentaires. Et moi, il y a une grande différence que je fais avec les bullshit jobs, parce que quelqu'un qui a un boulot alimentaire, il est aussi pas bien dans sa vie, potentiellement, comme les gens que j'accompagne, la personne n'est pas épanouie, la femme n'est pas épanouie, ça c'est sûr, mais l'histoire qu'elle se raconte est complètement différente. L'histoire qu'on lui raconte aussi. Quand on est dans un boulot alimentaire, on va plus avoir tendance à avoir nous-mêmes des pensées du genre, bon, c'est un moment de la vie, c'est chiant, j'espère trouver mieux un jour. Voilà, des choses comme ça. Les gens autour de toi te disent, ah mince, je comprends, ton boulot il est assez dur, assez rébarbatif, t'es caissière au supermarché, t'as toujours des gens qui sont, c'est vrai, on est un peu ingrat avec les caissières au supermarché, par exemple, les caissiers d'ailleurs. Donc c'est un peu le brouhaha et dans les pensées qu'on a, c'est bon, c'est un métier emmerdant, ah là là, tu fais un métier difficile, je te plains et tout ça, j'espère que tu vas trouver mieux. Ça, c'est un boulot alimentaire. Mais quand on a un bullshit job, c'est pas ce qui se passe dans notre tête. On se dit, putain, j'ai un super métier, je suis cadre, ingénieur, dans la banque, quel que soit médecin, avocat, j'ai un peu tout eu. Donc, c'est des métiers qui apparemment sont super bien. Putain, t'as trop de chance, t'es avocat, t'as trop de chance, t'es médecin et tout, t'es architecte, des super métiers, quoi. Mais je sais pas pourquoi, la fille, du coup, elle se dit, mais putain, j'ai un super métier, mais pourquoi je suis pas bien dedans? J'ai fait des belles études, avec le métier qui va bien avec, qui est logique, que j'adore. Tout le monde me dit, mais t'as trop de la chance, t'as un super poste. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis cassée? Pourquoi j'aime pas ce truc? Pourquoi je suis pas bien au quotidien? Donc, c'est en ça que je fais la différence entre un boulot alimentaire, comme on l'entend, voilà, et un bullshit job, parce que ce qui se passe dans la tête, c'est complètement différent. Déjà, le boulot est différent, mais surtout, ce qui se passe dans notre tête, c'est complètement différent. Et c'est là qu'on sent encore moins légitime de ne pas l'aimer, parce qu'apparemment, c'est un métier super, etc. Donc, pour moi, c'est ça un bullshit job, du coup. Et tu disais, du coup, comment se rendre compte et quelles sont les étapes. Moi, du coup, dans les personnes qui me suivent et qui me connaissent, mon but, avant de les accompagner, c'est qu'elles se rendent compte, en fait. Des fois, on ne met pas trop un mot dessus, on se dit, oui, j'ai un bon métier, mais je ne suis pas bien dans ma vie, mais je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que ça vient du métier? Et du coup, mon but sur mes réseaux sociaux, c'est de les éduquer, c'est-à-dire, OK, si tu es dans un métier qui est bien fait par la société, mais dans lequel tu n'es pas bien et tu ne te sens pas légitime à être pas bien, on reste ici parce qu'on va creuser, parce que c'est pas rien. C'est pas genre, tu as un métier que tu aimes bien, mais tu t'engueules avec ton patron, ou oui, tu as un métier, un boulot alimentaire, bas de l'échelle que tu aimerais changer. Non, là, c'est un métier dans lequel, a priori, tout t'as tout pour plaire. Enfin, c'est un métier qui apparemment peut te plaire et qui est un super métier pour la société, où tu gagnes bien ta vie, où tu es quand même, c'est pas un métier très difficile, où tu es dehors toute la journée, en plein cagnard. Enfin voilà, c'est un métier apparemment plutôt confortable et dans tous les sens du terme. Mais toi, tu n'y es pas bien et tu sais pas pourquoi. Donc, si tu vis ça, c'est pas OK, c'est pas normal, entre guillemets. Et c'est ce que j'appelle moi un bullshit job. Un boulot vraiment qui te ment à toi-même. Tu te mens à toi-même et c'est un bullshit et t'oses pas sortir parce que c'est un métier bien vu, mais en même temps, tu sais bien qu'au fond de toi, c'est pas le métier qui te transcende, pour lequel tu pourrais travailler tous les jours de ta vie jusqu'à la fin, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, 11 mois sur 12, enfin voilà, tu le sens bien. Donc, mon premier travail avant que ce soit ma coachée, que ce soit ma cliente, c'est de le faire prendre conscience de ça. En fait, ce que tu vis, si tu vis ça, c'est ce que j'appelle moi un bullshit job. Voilà, c'est pas OK, c'est pas normal. Avoir hâte du vendredi soir, être saoulé quand on est lundi matin, c'est pas OK, c'est pas normal. Même si on a l'impression que c'est ah là là, oui, yes, c'est le week-end et tout, non, c'est pas OK. La vie, le but, c'est pas ça, quoi. C'est pas d'avoir 5 jours sur 7 horribles. Enfin, à la base, avant d'être des êtres humains civilisés, on était sur la Terre, hommes de Cro-Magnon, tout ça. Le but, c'est pas de souffrir, quoi. On n'est pas là pour souffrir. Enfin, voilà, vraiment, dans le truc, c'est ça. Donc, déjà, je les éduque à ça. Et quand elles se rendent compte et qu'elles me sollicitent pour de l'aide, parce que souvent, c'est des personnes qui ne savent pas quoi faire d'autre. Parce que, encore une fois, people pleaser, parce qu'encore une fois, elles n'ont pas accès à qu'elles sont vraiment, elles ont tout fait pour faire plaisir aux gens autour d'elles, toute leur vie.
Elle me dit, mais Claudia, c'est bien gentil, je vois bien que je n'aime pas ce métier, mais quoi faire d'autre? Quoi faire d'autre? Peintre en bâtiment, avocat, artisan, quoi faire d'autre? Je ne sais pas. Parfois, j'ai des coachés qui ont quelques pistes, mais quelques pistes en plus. Ouais, je pensais à ça, mais je suis pas sûre. Oui, mais ça, c'est mal vu. Oui, mais qu'est-ce que va dire ma famille si je fais ça? Oui, mais alors ça, c'est un truc que va dire mon patron. Donc, elles ont pas mal de pistes. Et il y a vraiment un truc à trouver, quoi. Ok, tu vas trouver the truc. C'est pas un peu le Graal, j'aime pas trop dire ça, mais oui, hein, mais quand tu vas trouver le métier qui se correspond, tu vas dire, mais oui, c'est ça. Il n'y a pas de, je sais pas, j'hésite, peut-être qu'il y a artisan, peut-être qu'il y a coach, machin. Non, ça va être l'évidence quand tu vas le trouver. Du coup, mon programme, il consiste en ça. Aux personnes qui ont détecté qu'elles ont un bullshit job, qu'elles ont compris par elles-mêmes ou via mes contenus, elles se disent, OK, je veux en changer et comment. Et ce qui est important aussi, c'est pas de le fuir à tout prix, se dire, OK, je change de boulot, ça va tout régler. Parce qu'en fait, il y a une partie circonstancielle qui est que ok, le travail ne correspond pas à qui tu es, c'est pas un match, voilà, il y a toi et le travail, c'est pas, il y a des gens d'ailleurs pour qui c'est un magnifique boulot, hein, médecin, avocat, tout ce que je disais là, c'est pas le métier en soi qui est un bullshit, le métier en soi il est très bien, même dans l'absolu, même les boulots alimentaires, c'est la même chose, mais c'est pas la bonne personne pour le bon métier. Du coup, le but, c'est pas de se dire je change la circonstance, je change complètement le métier que j'ai pour aller mieux, parce que ça va pas régler les problèmes, parce qu'il y a une partie intrinsèque à nos pensées, en fait, qui est que voilà, on quitte pas le truc qui pose problème, parce que ça va le problématique va se reposer dans un autre travail, parce que déjà, il n'y a pas le clair qui a été fait sur quel boulot est fait pour moi. Donc, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Donc, tu parlais de comment tu les aides à en sortir. Moi, dans un premier temps, je dis ne soyez pas ne vous forcez pas à partir tout de suite et très vite. Le but, c'est de le quitter en paix, de le quitter avec beaucoup de bienveillance. Parfois, on a beaucoup de ressentiment, de colère envers ce boulot, envers ce patron. Quand on se rend compte qu'il ne nous plaît pas, qu'il n'est pas fait pour nous, on peut être en colère parce que, mais voilà, c'est un super métier, avocat par exemple, voilà, mais en fait, je déteste ça, en fait, ça ne me va pas. Donc, le but, c'est vraiment de faire baisser toute la colère parce que ce n'est pas ça qui va aider à avancer, à aller mieux. Donc, avoir vraiment beaucoup de gratitude envers la gratitude envers la toi d'hier qui a choisi ce métier, envers tes collègues qui peut-être ont été difficiles, mais ça t'a permis de te rendre compte que ça ne te plaisait pas. Donc, il y a un vrai temps d'acceptation à avoir là-dessus et pas forcément partir très vite pour partir et partir dans la colère et partir que quand on le choisit, que quand c'est apaisé, une décision alignée et partir de ce boulot avec l'idée de ok, je pars parce que je sais ce que je veux faire d'autre et parce que merci pour ce temps, merci pour ce boulot, merci pour ces collègues, gratitude envers moi-même, tout ça, mais je pars avec cette énergie-là de je suis apaisée, je trouve autre chose. Donc, c'est pas le premier truc qu'on fait, quitter le boulot, absolument pas. Il y a même des coachés qui, après mes 3 mois d'accompagnement, n'ont pas encore quitté le boulot, mais elles savent dans quelle échelle, avec quel plan d'action elles vont le quitter, pourquoi, dans 6 mois, dans 3 mois, tout est préparé. Mais c'est pas je le quitte pour le quitter et en catastrophe, non. Donc quand l'accompagnement débute, c'est un des messages que je fais passer tout de suite. Et le but dans l'accompagnement, c'est de retrouver ce qu'il y a au fond de nous. Sortir du people pleasing, sortir des carcans, de toutes les couches qu'on s'est mis sociales pour correspondre aux attentes sociales, les sortir un peu comme les couches de l'oignon, voilà, et retrouver au fond qui tu es toi réellement. Et ça passe par plusieurs étapes. Déjà, comprendre, donc les étapes, tu me les posais comme question, comprendre ton cerveau. En fait, on est tous des êtres humains, on a tous un cerveau qui est le même. Je te parlais tout à l'heure du people pleasing et du fait que c'était un bouclier. Voilà, on ne sait pas que toi, hein, quand je parle à ma coach, je dis c'est pas que toi qui l'as, je l'avais moi aussi, on est plusieurs à l'avoir, donc ça veut dire qu'on est un peu tous les mêmes, on est tous câblés pareil, de bras, de jambes, un cerveau, qui a des peurs. Donc voilà, en quoi toi, tu es comme tous les êtres humains et comprendre cette partie de ton cerveau, qu'on appelle un peu le cerveau reptilien, entre guillemets. Ensuite, il y a qui tu es toi là-dedans, parce qu'il y a ton individualité, on n'est pas tous les mêmes, même si on a tous de bras, de jambes, on a tous des peurs et tout ça. Toi, qu'est-ce qui fait que toi, tu es unique et tu n'es pas la même personne que tout le monde sur la Terre? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es unique? Ça va être tes goûts, tes valeurs, tes envies à toi, qui tu es réellement au fond de toi. Donc ça, deuxième étape, c'est, OK, parmi tous les êtres humains et nos cerveaux qui fonctionnent de la même manière, ouais, mon individualité. Et troisième étape, alors je les ai découpés en 3, mais en fait, il n'y a pas forcément d'ordre. Je m'adapte à la coachée, il n'y a pas un ordre prédéfini. Ça va être dégommer toutes les peurs, les croyances tout au long du process. Parce qu'à chaque fois qu'on découvre une partie d'elle-même ou qu'on découvre, OK, ça c'est mon cerveau, c'est normal, je ne vais pas m'en vouloir et me flageller pour ce que j'ai découvert, il va y avoir des peurs qui vont survenir. Du genre, en fait, moi qui je suis, j'adore par exemple l'artisanat, les métiers manuels, par exemple. Et en fait, je me rends compte que, merde, mais si je fais ce métier-là, mais que va dire mon père qui adore, qui valorise les grandes études, ingénieur, tout ça, on est très loin d'un métier manuel, mais qu'est-ce qu'il va dire? Et là, les peurs arrivent. Et donc, on a tendance à vouloir se brider. Si la personne n'est pas accompagnée, elle va dire, non, je cherche l'idée, justement. Je ne vais pas creuser cette piste de métier artisanal parce que j'ai trop peur des conséquences de mon père, qu'est-ce qu'on va dire et tout ça. Et c'est là que j'interviens, troisième étape, dégommer les pensées et les peurs qui peuvent bloquer l'avancement et la découverte de soi parce qu'on a peur des conséquences, tout ça. Alors, effectivement, ça va être à harmoniser. OK, si mon père vraiment... le but, c'est pas de faire une guerre entre le père et sa fille, pour l'exemple, mais ça va être est-ce que toi, tu es OK, par exemple, ce que je dis à ma coachée, est-ce que toi, tu es OK
de renoncer à une vie pro, en tout cas de creuser dans cette voie autant qui n'est même pas validée. Tout ça parce que tu as peur de ce que ton père va penser, de ta peur de ses retours. Est-ce que tu es OK de faire tes choix avec la peur dans ta vie? OK, non. Bon, OK. Donc, on met cette peur de côté, on va l'analyser, mais on va continuer à creuser cette piste et on va donner à ta peur la juste place, qui n'est ni non, j'ai pas peur, ça n'existe pas, non, allons-y. Non, la peur, elle est là pas pour rien, donc il faut lui donner une place. Mais pas non plus, mon Dieu, j'ai peur et ça prend toute la place et ça me bloque et j'avance plus et c'est une grosse pierre sur mon chemin. Non, la peur, il faut la mettre à sa juste place. Il y a une info derrière, un besoin d'appartenance à un groupe avec ma famille. J'ai pas envie de couper les ponts avec ma famille, donc j'ai pas envie que ce choix professionnel me coupe les ponts. OK, très important. Mais ni elle doit te bloquer, ni on doit la minimiser. Donc voilà, c'est l'exemple un peu du programme de troisième étape, dégommer les peurs parce que, et les croyances en fait, pour pas qu'elles te freinent dans tes avancées. Et puis, une fois qu'on a ces 3 étapes-là, on peut se reconnecter à notre intuition, 4e étape, qui est qu'on sait qu'est notre cerveau, comment il fonctionne, on sait qu'on est notre individualité, on a dégommé les peurs. Et donc, au quotidien, ça va être notamment les situations où il peut y avoir des envies de faire plaisir aux gens, se reconnecter à qui tu es, toi. Moi, je dis, ça s'appelle ça l'intuition, on appelle ça comme on veut, enfin intérieur, tout ça. Bon, ça, c'est pas très important. Mais c'est reconnecter à qui toi tu veux vraiment. Voilà, ça peut être encore une fois dans les petites situations de la vie, quel restaurant on va, quel dentifrice tu choisis au magasin, voilà. Mais donc, ça va être des sensations assez faibles parce que c'est des petits choix. Mais pour les grands choix de la vie, je me marie ou pas, je prends cet appartement ou pas, je prends ce boulot ou pas, on va ressentir des choses. En fait, au moment où on fait nos choix, nos émotions, c'est un peu un baromètre pour confirmer ou infirmer un choix. Voilà, j'ai pris ces études. Oh là là, mon père m'a dit de le faire et je suis quand même contente et fière de moi, mais mon Dieu, je sentais une grosse boule dans mon ventre et ça me correspondait pas, tout ça. Donc, c'est vraiment utiliser les expériences passées, les émotions qu'on a eues en fonction de nos choix, pour à l'avenir et à partir de maintenant utiliser ces émotions en tant que baromètre pour faire nos choix. Donc la 4e étape, c'est ça, utiliser l'intuition et nos ressentis pour faire nos choix et s'écouter vraiment au fond de nous. Donc voilà pour les 4 étapes. Comment accompagnes-tu tes clients, toi, Guillaume? Alors, comment j'accompagne mes clients? Alors, moi, je les accompagne sur une durée de 2 à 3 mois. Voilà, avec, alors, il y a, sur la partie, si on reste sur la partie pragmatique, si tu veux, il y a tout un tas de vidéos, de supports, de documents. Et après, moi, le complément que j'amène, finalement, c'est vraiment du coaching sur la problématique qu'ils rencontrent, sur le chemin que je leur propose. C'est-à-dire que typiquement, je ne sais pas si une de leurs problématiques, c'est d'apprendre à se vendre, enfin, voilà, qu'ils sentent des blocages par rapport au fait de se vendre. On va adresser ce point-là et ça va passer peut-être, tu vois, par la confiance en soi, des choses comme ça. Voilà, on va essayer vraiment de voir quelles sont les pensées dominantes qui bloquent la personne à atteindre finalement l'objectif qu'il recherche. Et on va travailler autour de ça avec justement les différents outils de coaching qui peuvent exister, quoi. Et toi, Tamia, comment accompagnes-tu une entreprise vers un management bienveillant? Il n'y a pas d'accompagnement type. Je n'ai pas une formule magique que je viens plaquer sur les besoins d'une entreprise. Bien au contraire, ça commence moi aussi par un travail d'écoute et de compréhension du besoin. Donc nécessairement, quand on va écouter notre client, moi quand je vais écouter l'entreprise qui fait appel à moi, il faut que je comprenne où elle en est et où elle veut aller. Et c'est à partir de là qu'on construit notre accompagnement. On réalise un diagnostic, un état des lieux qui nous permet de voir où on en est, où est-ce qu'on se situe pour comprendre les étapes de cet accompagnement. Est-ce qu'il va falloir réaliser une transformation globale de l'organisation, des processus, donc des modes de travail dans l'entreprise, ou est-ce qu'il va falloir réaliser simplement des actions ciblées auprès de certaines parties, certaines équipes, certaines couches? J'ai trouvé hyper intéressant lors des coachings, c'est que finalement, tu vois, les clients viennent avec une problématique en particulier. Donc, si je parle de mon cas, ça va être de se mettre à son compte. Et finalement, c'est quand ils viennent, ils ne se rendent pas compte de tout le rayonnement et on va dire les impacts collatéraux que peuvent avoir ce coaching, tu vois. Et je pense que c'est valable, c'est pas forcément pour mon coaching à moi, mais c'est pour n'importe quel type de coaching. C'est-à-dire qu'on vient pour une problématique, en l'occurrence là, qui va être business ou qui va être professionnelle, et on ne se rend pas compte que tout ça, ça va rayonner sur les autres sphères de sa vie, tu vois. Ça va être sur le personnel, sur la confiance en soi, comme on en parlait, peut-être sur le relationnel avec d'autres personnes. Et tu vois, typiquement, là, il y a encore pas si longtemps, là, j'ai eu un de mes clients qui m'a appelé et qui m'a dit mais Guillaume, franchement, tu as changé ma vie. Jamais j'aurais pu penser pouvoir faire ça. Alors déjà, j'aurais jamais fait ça tout seul ou je l'aurais fait pas avant 10 ou 15 ans, enfin, dans 10 ou 15 ans plus tard. Et au-delà de ça, ce qui m'a touché, c'est qu'il m'a dit je me sens en forme, j'ai perdu, je sais plus, 10 ou 15 kilos,
j'ai repris confiance en moi, alors qu'au départ, tu vois, l'idée, c'était juste de venir et de dire, OK, je veux gagner un peu plus d'argent et je veux être à mon compte, tu vois. Et finalement, ce qui est magique, c'est de se dire, bah, je n'ai pas apporté uniquement à la personne. Et alors, bon, c'est vraiment le client qui fait tout le travail, hein. Mais finalement, cet accompagnement n'a pas changé uniquement un aspect de sa vie, tu vois, c'est pas juste un aspect pro, pardon, qui est de gagner plus d'argent, qui est de lancer son entreprise, mais c'est de se dire, bah, finalement, ça a un impact aussi sur ma vie perso, sur moi, sur la manière dont je me sens, sur la manière dont je me présente au monde, sur la manière dont j'ai sur la manière dont je perçois le regard des autres vis-à-vis de moi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est incroyable, quoi. On vient pour une problématique. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir la vie un peu de manière cloisonnée. C'est voilà, j'ai ma vie familiale, ma vie perso, j'ai ma vie pro, et puis voilà, peut-être d'autres trucs à côté. Et finalement, on est la même personne, même si on va avoir peut-être des attitudes différentes dans certaines sphères de vie. On reste la même personne. Et on a l'impression que tout fonctionne en silo, que tout fonctionne en domaine bien séparé et imperméable, alors que finalement, la perméabilité est là et on est une personne comment dire, ouais, on est une personne qui a, enfin, je ne sais pas comment le tourner, mais finalement, c'est vrai qu'on a on a la vision de notre vie qui est silotée, on va dire, de manière verticale, alors que finalement, notre psychologie et notre être, tu vois, il est horizontal. Donc, forcément, un impact sur un aspect de ta vie va avoir des répercussions sur tous les autres aspects. Et ça c'est vrai qu'on n'a pas forcément, on n'en prend pas forcément conscience quand on s'engage dans une démarche de coaching. Et même en tant que coach, tu vois, enfin, je me fais coacher, et même en tant que coach, même en sachant ça, j'en suis encore surpris moi-même, tu vois. J'en suis encore surpris moi-même. Et c'est ça que je trouve dingue et en même temps fascinant, tu vois, d'une certaine manière. L'importance de l'écoute, d'écouter les collaborateurs dans le management, c'est très important. Mais j'ai aussi envie de dire que même au travail, on peut être acteur de notre propre bien-être. C'est-à-dire que nous-mêmes, c'est important pour nous, pour chacun au quotidien, pour chacune, de connaître nos motivations, de connaître nos forces, de connaître nos axes de progrès. Et pour ça, si vous connaissez, il y a un outil qui s'appelle Ikigai. C'est un concept philosophique japonais, mais qu'on peut réadapter au management, à l'entreprise, aux organisations, qui permet de trouver un sens à son quotidien, de trouver un sens à notre travail et qui nous aide à être en phase, en bien-être dans notre travail. Donc, je vous recommande. En plus de cet épanouissement personnel dans les formations, on a vraiment une recherche de faire du bien aux autres. C'est-à-dire que là, toutes les personnes que j'ai en formation, elles sont vraiment là pour transmettre. Et avant tout, elles sont vraiment là, pas là pour se dire je vais faire de l'argent avec ce métier-là. C'est vraiment pour faire du bien. C'est vraiment pour donner une dimension plus humaine à leur métier et un sens à leur vie, en fait. Il y a vraiment une histoire d'intégrité, de don de soi, de partage, d'échange. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je veux vraiment transmettre. Le côté partage, échange, bienveillance. Et je reçois des élèves qui ont compris ce sens-là, en fait. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'après, de créer justement de plus en plus de thérapeutes en Corse qui soient tous dans cette histoire de partage et de bienveillance, c'est très important. Alors, un conseil pour être heureux au travail et dans son entrepreneuriat, je pense que déjà, la première des choses, c'est de se dire et de prendre conscience que tout ne sera pas toujours facile. Et qu'en fait, finalement, les difficultés font partie du chemin. Et que du coup, finalement, entre guillemets, être malheureux fait partie du chemin et est incontournable. Et finalement, je pense que quand on a conscience que le malheur, c'est un grand mot et qui est assez, je trouve, qui est lourdement chargé, mais que les obstacles sont incontournables, je trouve que du coup, ça permet de prendre du recul lorsqu'on rencontre ce genre de difficultés et de garder une part de bonheur, on va dire, tu vois, dans ce qu'on fait. Voilà, c'est vraiment comme ça que je perçois le truc. C'est de se dire, OK, alors au-delà du fait de faire
quelque chose voilà, qui résonne en nous, parce que je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important, et pas forcément s'orienter sur une activité professionnelle qui nous fait miroiter certaines choses et pour lequel finalement on se ment à nous-mêmes, tu vois. Et typiquement, je pourrais prendre l'exemple de l'argent, c'est de se dire, tiens, je veux prendre ce job parce que ça va me faire gagner plus, en pensant que gagner plus me rendra heureux. Et bon, après, parfois, il faut passer par là aussi pour se rendre compte que c'est pas ça. Et il faut vraiment, je pense, se poser la question sans se mentir à soi-même, finalement, est-ce que ce que je fais, j'arrive à en donner du sens, tu vois. Et si j'arrive à donner du sens à ça, je pense que même si tu rencontres des difficultés, même si tu rencontres entre guillemets des malheurs sur ton chemin professionnel, personnel ou entrepreneurial, voilà, tu passes au-delà. Et finalement, c'est une note peut-être un peu légère, mais finalement, le positif sera majoritaire malgré tout. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est un jour de coup de mou, ça va bien. Je veux dire, voilà, il n'y a aucun souci. Après, si on commence à se rendre compte que ça dure sur le long terme, il y a quelque chose qui ne va pas, on se sent mal dans tel ou tel domaine de sa vie et que c'est long, là, il faut commencer à trouver des solutions et des techniques pour justement rééquilibrer tout ça, parce que c'est comme ça qu'on déclenche des pathologies. Que finalement, tu vois, la progression et l'évolution de chaque être est disponible pour tout le monde, tu vois. C'est quelque chose d'une certaine manière aussi qui est gratuite et tout le monde a la possibilité, s'il s'écoute, tu vois, d'atteindre, comme tu disais, une certaine forme de bonheur. Et je pense que je trouve que ça, c'est ultra positif parce que ça, c'est quelque chose qu'on pourra, entre guillemets, jamais nous enlever, tu vois. Cette possibilité de vouloir évoluer, de réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour nous et de tester le chemin et de tester ce que nous propose la vie, tu vois. Et de le prendre dans le sens où la vie est une expérience et quelle que soit l'expérience que la vie me propose, je suis prêt à accepter cette expérience, tu vois. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'ultra positif dans le sens où tu peux pas perdre en fait. Tu peux pas perdre et tu peux pas être entre guillemets malheureux, même si tu peux rencontrer des difficultés, tu peux rencontrer des obstacles, tu peux rencontrer des moments très difficiles. Tu n'es pas perdant parce que justement, enfin, tu vis une expérience. Voilà. Et voilà, le fait de savoir que la vie est une expérience et que tu es prêt finalement à accueillir cette expérience, je trouve ça magique d'une certaine manière. Du coup, pour finir en beauté, ce que j'aimerais dire, c'est plein de choses. Forcément, si vous reconnaissez dans ce dont je parle depuis tout à l'heure, le bullshit job, être people pleaser, être introverti, en tant que femme notamment, j'imagine, surtout parce que ce qu'on a découvert dans ce podcast, c'est que toutes ces croyances, elles prennent cette forme-là parce que je suis une femme, je les ai vécues, et vous aussi en tant que femme, vous vous reconnaissez. Si vous êtes un homme, vous allez peut-être avoir des pensées différentes sur la même situation. Donc si vous reconnaissez plein de choses, déjà, c'est OK. Déjà, on va éviter l'autoflagellation de dire merde, mais j'avais pas envie de ça, mais en fait, j'ai dit que je voulais aller au restaurant, mais en fait, j'ai dit non. Mais on va éviter toute la couche de je m'en veux d'être comme ça et je m'en veux de pas être moi-même. Et voilà, cette couche, alors je peux pas dire perfectionnisme parce que c'est un peu différent, mais quand même, on a parfois tendance à, quand on découvre le poteau rose, à s'en vouloir. Donc, première étape, vraiment, c'est OK si vous reconnaissez, et au contraire, et même de la gratitude envers vous-même d'avoir vécu ça. Personnellement, c'est ce que j'ai aussi. Pourtant, ça a eu des conséquences dans ma vie, forcément, de vivre ça. Mais aujourd'hui, j'en suis très contente et j'ai de la gratitude envers moi-même de l'époque, envers moi de l'époque, d'avoir vécu tout ça, parce que c'est grâce à ça que je suis qui je suis aujourd'hui, que je peux vous en parler et aussi bien, que je peux vous aider là-dessus. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, gratitude et ne vous flagellez pas, au contraire, remerciez-vous. Et ça va aussi vous rassurer de voir que je vous en parle, donc vous n'êtes pas seul et que je coach plein de femmes. Donc en fait, on est assez nombreuses, on se croit seul. En fait, non, on le garde pour nous souvent qu'on a ce genre de sentiment. Donc je vous encourage à faire des recherches parce que vous n'êtes pas seul. Et avec tous les éléments que je donne dans ce podcast, je pense que vous avez déjà pas mal de matière pour dérouler le fil et comprendre la problématique. Encore une fois, évidemment, moi j'encourage toujours à demander de l'aide en fait, parce que le fait de demander de l'aide, alors déjà l'aide que ça vous a apporté, c'est super, mais le simple fait de faire l'exercice de demander de l'aide, c'est pas déjà des trucs intéressants au niveau cognition, tout ça. Parce qu'on a tendance tout souvent à vouloir s'aider seul et à rester dans notre coin. Donc, demander de l'aide, même si ça aboutit pas, au moins, ça a marché pour vous. Le mouvement a été fait, ça a marché pour vous. Et évidemment, demander de l'aide. Alors, notamment, moi ou une coach, vous allez aller beaucoup plus vite. Moi, personnellement, j'ai mis 1 an et demi
à sortir de tout ça. Aujourd'hui, grâce à mon programme, grâce à mon expérience, je permets à mes coachés de mettre 3 mois pour sortir de tout ça. Donc, effectivement, on gagne du temps, de l'énergie en se faisant accompagner par des gens qui l'ont déjà vécu et qui connaissent leur sujet. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, que vous le vivez, c'est OK, pas de panique. On est beaucoup de femmes, du coup, à vivre tout ça en ces termes. Et ça veut dire que, de mon expérience, quand vous sortez de ça, vous allez découvrir des choses mais magnifiques sur vous et ça va être une espèce d'avant-après assez waouh et avec encore une fois beaucoup de gratitude et de bienveillance envers cette ancienne vous et cet ancien travail et qui va être qui est aujourd'hui encore une vérité pour vous actuelle, mais qui sera peut-être loin dans le passé pour vous dans quelques temps et ce qui le après va être encore plus beau. Donc ayez confiance dans le process, ayez confiance en vous et aimez-vous comme ça et gratitude envers vous-même. Quel est le lien entre genre et bien-être ? Nous avons déjà vu dans l'épisode sur la charge mentale que les femmes sont plus enclins à superposer les charges entre personnel et professionnel quand un homme va se mettre des pressions au travail et au niveau de la gestion financière du foyer. Dans l'épisode sur la santé mentale, nous avons alors vu que les femmes acceptent majoritairement de se faire accompagner par des professionnels de la santé, contrairement aux hommes qui ont du mal à se dévoiler à un tiers, à dévoiler leurs sentiments. L'épisode sur le bien-être vient en complément et en conclusion de ces 2 premiers épisodes, car nous pouvons en effet faire des liens directs. Si les femmes acceptent plus facilement de se soigner par des médecines douces, il est logique qu'elles soient majoritaires à exercer ces métiers. Les hommes, eux, se font plus accompagner pour des problématiques initiales professionnelles et ensuite des solutions plus globales sur leur bien-être et sur leur personne apparaissent. Dans ce podcast, nous avons choisi de parler de genre, de la multitude de genres, car nous savons que toute personne est influencée par ces impératifs de genre sociétaux. Et qu'autant les femmes savent aujourd'hui plus les identifier et les déconstruire grâce au féminisme, qu'autant les hommes ont du mal à identifier que leurs besoins et envies de bien-être, d'acceptation de leurs sentiments et de leur ouverture plus globale est essentielle à leur épanouissement personnel. Alors que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le 3e épisode de Podcast ou Sexiste lié au bien-être. Nous nous donnons rendez-vous le 15 décembre pour le dernier épisode de l'année 2021. Nous ferons un petit bilan sur cette année merveilleuse. Nous vous donnons rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Nous répondons à tous vos messages et essayons de lancer des débats en story. Donc suivez-nous et à très bientôt les amis.